Véritable pilier de l'industrie hongkongaise qui a touché à tous les genres depuis plus de 20 ans, Johnny To est un réalisateur et producteur prolifique qui aura tourné quelques grands films comme Big Hit en 1988 ou encore Lifeline en 97, mais dont l'opportunisme évident lui aura fait commettre un nombre incalculable de navets tels que Executioners ou Running Out of Time 2, bien entendu gardés sous silence par les critiques aveugles qui veulent se l'approprier en faisant un auteur à part entière. Il est aussi l'un des rares cinéastes hongkongais à ne pas avoir succombé aux sirènes hollywoodiennes au moment où l'industrie du cinéma local périclitait. C'est dans ce désert concurrentiel qu'il réalise en 1996 son véritable rêve d'indépendance en créant la désormais célèbre Milky Way Image Company, dont l'objectif est de financer ses propres films, mais aussi de donner la chance à de jeunes cinéastes sur des projets plus risqués. Bref, Johnny To est un cas unique, véritable cinéaste motivé par une recherche graphique permanente, doublé d'un producteur pragmatique qui jongle avec ses désirs et les contraintes qu'ils imposent. Now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 14, épisode 24. Cette semaine, émission Arpenter les pavés, scandale et porno. Dans les rues la nuit, quand le temps menace au fond de l'impasse, en rasant les murs, pris dans le brouillard, on traîne au hasard. Évite les regards, on boit nos idées noires, rivés au comptoir. Seul sur les boulevards, on traîne notre désespoir. Seul sur les boulevards, et tapis dans le noir. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est mieux que les autres. D'où vient cette jolie citation où il manque plus que Philippe Bouvard? Alors donc, via cette citation extraite du meilleur groupe de rock français donc actuel, Thibaut. Téléphone. Syndrome 80, bien évidemment, dont on attend le premier album au mois d'avril normalement. Donc, vous l'aurez peut-être compris, nous allons parler d'un programme joyeux, rempli de bonne humeur et de rues tristes, où il fait pas bon traîner. Donc, puisque nous allons parler à l'occasion de la sortie chez Spectrum Film d'un gros coffret de l'intégrale de la saga PTU, aka Tactical Unit, chez nos amis anglais, anglo-saxons, américains, donc bref les gens qui parlent pas notre langue, et donc notamment donc du premier film réalisé par Johnny To, qui par la suite a initié 5 suites dont nous allons parler ce soir, donc goulet en programme, et après nous parlerons du nouveau film de Sean S. Baker, Red Rocket. Et pour parler de ce jeu au programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique que du Grand Ouest à ma gauche, toujours à ma gauche, il y a carrément Fleuret. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à tous. Il y a aussi le docteur Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir. Il y a Justine. Bonsoir Justine. Bonsoir. Et avec nous aussi, car il aime bien quand il y a la police et des méchants qui se font tabasser, il y a le grand Simon, dit aussi Simon le jeune. Bonsoir Simon. Bonsoir à tous. À la mise en son de cette émission, bien évidemment, il y a Valentin. Bonsoir Valentin. Bonsoir. Donc avant de passer à la section critique de cette émission, quelques news, agenda, tout ça, et ben ce soir par exemple, vers 20h15, 20h30, à la fin de cette émission, vous pourrez vous précipiter au cinéma Arvor, car vous aurez le plaisir de voir non seulement un film, mais aussi une idole, en la présence de Dr. Erwan, qui va présenter le film Black Clansman de Spike Lee, dont on avait parlé ici lors de la sortie. Tout à fait. Voilà. Exactement. Je suis partout. Exactement. Comme pour citer un célèbre hebdomadaire voilà. politisé. Politisé. Belle manière de le dire. Donc sinon, demain, au tambour, soirée vague à l'âme, avec à 18h L'amour à la mer de Guy Gilles. Guy Gilles qui va connaître plusieurs rééditions et sorties de ses films normalement au cours de l'année. Et à 20h30, pour continuer dans la bonne humeur, un film de Otto Preminger, toujours dans les bons coups, avec Bonjour Tristesse. Donc un double programme, voilà, super. En plein milieu de l'hiver. Avec du temps bien gris et c'est tout, ça, super. Exactement. Voilà. Sinon, pour continuer dans la bonne humeur, c'est ce jeudi au Ciné TNB à 20h, donc maître de conférence à l'université Rennes 2, Eric Touvenel vous présente pour la deuxième fois tout un cycle, une sélection de courts-métrages, il y en a 7 autour du cinéma expérimental. Donc voilà, ça sera un petit programme d'à peu près 1h, 1h20, et après Eric parlera avec joie et voluptueux de tous ces films.
Donc voilà, à 20h. Je crois que c'est le deuxième. C'est ça. C'est la deuxième. C'est la deuxième fois qu'il le fait, exactement. Je crois que le premier, ça avait plutôt bien marché. Plutôt bien marché, ça a été assez apprécié dans mon souvenir. Mais si vous voulez entrer en concurrence avec eux, ce même jeudi à 20h30, si je ne m'abuse, l'association 97 mm investit le bar des copains du Marquis de Sade pour faire un quiz mort ou pas mort. Oui, pendant le Covid. Exactement, c'est ça, oui. Mort ou pas mort pendant le Covid. Il y en a eu beaucoup. Hein. Ouais, chaud. Ah oui, c'est oui. chaud ça. Oui. J'en profite juste, vu qu'on parle des copains de 97 mm. Prochainement, toujours au Marquis, il y aura la diffusion d'un superbe film de zombies de Dan O'Bannon, Le Retour des morts vivants. Exactement. Ah, cool. C'est ça. Ouais, c'est cool. C'est très rigolo. C'est dans les prochaines semaines. Oui, c'est super. Un des rares films avec, en tout cas de l'époque, avec des zombies sexy. Ouais, il y a des plans nichons assez mémorables. C'est les début des années effectivement, 90 à l'époque. C'était au C'est le début des années 80, mon cher ami. Le Retour des morts vivants. Oh, le Retour des morts vivants, oui. C'est... Non, Ah, c'est non. 90, hein, parce que c'est après le jour des morts vivants qu'en 85. Hein. Pour moi, c'est deuxième moitié des années 80. Voilà. Fact-checking. On appelle un ami là parce que. Parce que Mon contact à Washington me dit que c'est 90. Ou alors je me tromperais complètement, Oui, parce que dans c'est mon ça. souvenir, l'esthétique est quand même bien 80, moi. Ah bah écoute, c'est un peu peut-être Avec des vilains punk et tout ça. Oui, Donc, des vilains punk. à vérifier. Et Qui c'est qui a Internet sur ton téléphone intelligent là? Qui a un téléphone? Pas moi. C'est Sinon... 85. Bouillard. Oui, bah n'empêche qu'on était à mi-chemin. hein. On doit confondre avec Brian Yuzna, c'est pour Oui, ça. c'est C'est ça, le ouais. Retour des morts vivants 3, effectivement. Ah oui, qui est c'est du début ça. des années 90. Ah ouais, ça aussi c'est cool. Hein. C'est bien con par contre. Avec hein. beaucoup de nichons et de piercings aussi. Oui, c'est ça, oui, exactement. Ah bah oui, mais c'est dans le Retour des morts vivants 3 que t'as la punkette en barésie La zombie. jaquette est ultra culte. Exactement, oui. Bon, bref. Alors, les cinéphiles. Sinon, pour finir, agenda local, ce dimanche 27 à 11h à l'Arvor, dans le cadre de leur nouveau programme Cinévorax, vous aurez le plaisir de voir ou revoir le King Kong de Cooper et Chouette Zach. Ça va être super chouette. Oui, on l'avait annoncé il y a un mois et Oui. je me suis pointée au ciné le dimanche matin. Voilà. Donc, Oui, je sais pas, je pense que j'étais perdu dans mon enthousiasme en disant oh, putain, mortel, je vais aller voir King Kong, j'avais un mois d'avance. Mais donc, pour le coup, il passe bien ce dimanche. Désolé, Justine. La loose, l'archouma totale, quoi. Sinon, donc dans les sorties nationales est disponible depuis la semaine dernière sur Netflix le nouveau Texas Chainsaw Massacre, produit par Fede Alvarez, qui était notamment responsable de Dawn Breath et du remake de Evil Dead. Donc voilà, on en parlera peut-être. Sinon, si vous aimez les polars et les magrets, donc il y a Maigret de Patrice Lecomte avec Gérard Depardieu. Oh là là. Oui, ça sort demain. Ah ouais, il y a que on ressort Ah ouais. la naphtaline. Ah bah là, Patrice Lecomte, ça fait quoi, 10 ans qu'il a pas réalisé de film 6 ans, je crois. J'ai entendu ce midi sur France Culture. Voilà. Le Comte ou Depardieu? Le Comte. Ah non, parce que Depardieu, c'est son deuxième film de l'année et il y en a un autre qui sort dans 2 semaines. Mais c'est bizarre parce que comment ça va se passer, parce que Maigret il passe son temps à marcher dans des rues, alors comment il va faire Depardieu? Ah bah non, il marche aussi. Hein. Il D'accord, marche puis sur après, des fonds verts qui défilent. il marche et puis tous les 20 mètres t'as un sandwich. Comme ça il avance. Une bière et un sandwich. C'est ça. Sinon, c'est probablement nul. Hein. Il y a un film réalisé par Jérémy Elkaïm, l'ex de Valérie Donzelli, qui s'appelle Ils sont vivants, avec Marina Foïs. Voilà. Sinon, pour les amateurs de Pif Paf, il y a un nouveau film avec Liam Neeson qui fait Pif Paf, qui s'appelle Blacklight. Faudrait qu'un jour on fasse une émission sur tous les films de retraite de Liam Neeson. Ah ouais, ah bah là, parce qu'il y en a quand même pas mal en fait. Bah, il y en a on une a bonne 4 petite par an. dizaine maintenant. Hein, quand même. Depuis 15 ans, ouais, il y en a quand même un. Il tient le rythme. Lui, au moins, il bosse. Hein, Et puis c'est une sorte de Steven Seagal, mais classe. Ouais, c'est Tu vois, ça. t'as pas trop honte de regarder ses films quand même. Bah, disons qu'il est pas obèse, quoi. Voilà. Après, Steven Seagal a dit que c'était pas un vrai, quoi. Et il a dit, vous voyez, Liam Neeson peut faire des films d'action, maintenant n'importe qui peut en faire, quoi. Oui, c'est ce que je me disais aussi à propos de Steven Seagal, justement. C'est ça, ok. Bizarrement. Ça, il est pas chier, quoi. Pas mal. Sinon, parce que ici, on est tous quand même assez partisans de l'autorité, il y a un film qui s'appelle Selon la police. Donc, c'est littéralement l'histoire selon la police, quoi. Donc voilà. C'est la suite de Bac Nord. Oui, sans doute, ouais, un spin-off. Sinon, j'ai noté un truc, c'est un film italien, je sais plus ce que c'est, mais j'aime bien le titre, La légende du roi crabe. Ça a l'air pas mal. Oui, ça a l'air pas mal. Ouais, c'est pour ça que j'ai noté. Pas en mal. fait. Ça a l'air de western. Dans les pouilles. Ouais, bizarre. Et pas sinon, mal. au rayon comédie française, donc le nouveau film de François de Zania, donc qui réalise Zai 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 d'après la BD de Fab Caro avec Jean-Paul Rouve. Voilà, après avoir été au Qui s'appelle théâtre. Zai 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 Zai.
dans la version cinéma. Il y a que ces 4 Zai dans la version c'est cinéma. 4 Zai dans la Et il version me semble que cinéma. c'est bien un de plus que le titre de la Ah BD. ouais. Ce qui donne déjà une idée un petit peu de À fact-checker une fois de plus, parce que depuis tout à l'heure, les informations sont quand même moyennes. De l'ambition du projet. Voilà, c'est ça. Bon, on vérifiera sur pièce, hein, bien sûr, docteur. On va passer à la section critique de cette émission. Et on rien à voir avec Zai. On va aller du côté de Hong Kong, à l'époque où c'était pas encore totalement la merde, mais ça commençait quand même déjà pas mal à l'être. Et donc, on va écouter le thème de PTU. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Chung Chi-wing qui avait composé le thème du PTU de Johnny To pour son film sorti en 2003 et qui là connaît la joie d'une réédition en coffret intégral, donc avec toute la saga des PTU Tactical Unit, donc les 6 films qui sont tous produits par Johnny To et par sa boîte de production, comme l'évoquait Yannick Dahan en pré-générique de cette émission dans Opération Frisson à l'époque de la sortie en DVD de PTU, donc en 2004. Et donc la Milky Way image, on avait déjà parlé largement de Johnny To l'année dernière à l'occasion toujours de la réédition chez Spectrum Film de 2 films des débuts de la Milky Way en 1997, film officiellement réalisé par Patrick Yo et quand même plus officieusement et assez largement réalisé par Johnny To, donc qui était The Longest Night et Expect the Unexpected. Et donc, pour revenir un peu sur Johnny To et essayer de restituer un petit peu la saga des PTU dans leur contexte de production, en 1999, donc la majorité des réals hongkongais, entre guillemets, sont passés chez l'ennemi, donc chez les Américains, et Johnny To est un des seuls à être resté à Hong Kong pour continuer à produire des films, et il va profiter du vide laissé par les grands noms, notamment par John Woo et puis Choi Ark pour prendre un peu leur place et s'imposer dans l'industrie du cinéma de Hong Kong. Et c'est notamment avec son film de 1999 The Mission où il connaîtra ses premiers gros succès à l'international et pas seulement à Hong Kong. Et donc en 2003 sort ce film PTU, qui est un projet assez particulier, qui a été un très long tournage étalé sur presque 3 ans, parce qu'il ne tournait que certains soirs de la semaine, parce qu'il fallait que le quartier soit bouclé, tout ça. Donc c'est un film qui est aussi en grande partie improvisé, et dans lequel il va faire jouer certains de ses acteurs réguliers des productions Milky Way. Il y a notamment Simon Yam, Lam Sweat et puis Maggie Chew. Et donc on va commencer par parler déjà du film de Johnny To, et puis après on reviendra sur les autres films de la saga qui donc sortent quand même dans un magnifique écrin. Donc il y a 6 Blu-ray, chacun accompagné de bonus, soit des entretiens qui étaient faits à l'époque de la sortie du premier PTU, notamment des entretiens qui sont réalisés par Frédéric Ambroisine, qui est un journaliste français qui a beaucoup travaillé sur tout le cinéma asiatique de manière générale. Donc il y a beaucoup d'entretiens. Il y a le film de Yves Montmayer dont on avait parlé sur Johnny To, Johnny Got His Gun. Il y a 40 minutes d'entretien avec Yannick Dahan qui parle du film. Il y a des making-of d'époque. C'est gavé ras la gueule de bonus, et c'est en plus accompagné c'est même pas un livret, c'est un petit livre écrit à la fin des années 2000 par un chercheur américain qui s'appelle Michael Ingham, qui revient sur le film de Johnny To et le replacer dans sa carrière de manière générale. Donc de quoi ça parle, le PTU? Bien sûr, un argument assez simple. Il y a un flic qui est incarné par Lam Sweat qui un soir de beuverie, alors que des jeunes sont en train de se bagarrer et faire les cons, eh bien il se fait passer à tabac et voler son flingue donc par les voyous. Et pour essayer d'éviter le scandale, il y a un de ses collègues donc de la Tactical Unit qui est joué par Simon Yam, et lui et ses collègues vont essayer de rattraper les voyous et de récupérer le flingue avant que ça ne parte en cacahuète. Mais évidemment ça va partir, sauf que évidemment ça va un petit peu dégénérer, parce que vous savez comment sont les jeunes, on peut pas leur faire confiance. Et donc sur ce canevas assez simpliste, ça va être en fait une dérive dans la ville de Hong Kong la nuit, et notamment à Canton Road, qui est l'action principale du film et qui est pas très loin des studios de Johnny To qui sont à Kowloon City, donc où sont les sièges de la Milky précisons Way. que c'est pas sur Hong Kong Island. Oui, voilà. C'est en face, c'est de l'autre côté, sur le continent. En fait. C'est ça, sur le continent. Et donc de là, Johnny To déroule une mise en scène qui est faite avec une économie de moyens que je trouve absolument fabuleuse pour raconter
pas grand chose, mais avec une efficacité comme Une dérive dans la nuit, et surtout une manière de filmer Hong Kong comme on l'avait quand même assez peu vu à l'époque et encore maintenant, parce que comme on l'a souvent dit, l'intérêt des cinéastes de Hong Kong, c'est que tous les grands noms, que ce soit Anhui, Ark, Ringo Lam, tout ça, ils auront tous une manière très différente de montrer et de faire ressentir un petit peu ce qu'est leur ville. Et la manière qu'a de montrer Johnny To, c'est souvent une vision quand même un peu plus mélancolique et plus désespérée que beaucoup de ses collègues. Donc honneur aux invités. Grand Simon, je sais que vous êtes un amateur du cinéma de Johnny To, car vous aimez bien la police et la bagarre. Non, mais moi c'est plus récent que vous tous, puisque j'ai découvert ça finalement il y a quelques mois, et j'en ai regardé pas mal, mais pas tant que ça non plus. Moi sur le film, ce que tu disais Thomas, qui m'intéressait sur le principe du film, qui est l'idée qu'un collègue fasse une connerie et que tous les autres le couvrent en fait tout le temps, et ça les emmène L'esprit de corps. C'est ça. Et donc en fait on va en gros surtout suivre une escouade de police qui va mener ils vont tabasser on va dire tous leurs indiques, etc. Enfin c'est quand même moralement assez compliqué d'arriver à les suivre et de les considérer comme héros. Alors je sais pas jusqu'à quel point on peut parler un petit peu de l'aspect moral, puisque à la fin ça se déflore. Ouais, alors il y avait, en voyant le film, moi j'avais été assez surpris la première fois par ça, puisque on voit à la fois du coup, comme tu disais, ce groupe de policiers mener des exactions, exactions, c'est-à-dire être particulièrement violent, faire etc. un travail de police, quoi. Faire un travail de police, ouais. Et ce qui était assez judicieux en fait, c'est que si le film du coup nous donnait quand même un regard nous assez critique par rapport à ça à la toute fin du film, il y avait une sorte de, un petit peu comme finalement il y a dans Taxi Driver, c'est-à-dire que d'un coup une sorte de passerelle qui fait passer de types qui étaient de plus en plus embêtés, qui se mettaient de plus en plus dans des problèmes, et deviennent des sortes de, tout se règle d'un coup en fait par une sorte de un peu de hasard, de pirouette. Et ce qui est c'est formidable dans celui-là, et qui est sera pas le cas, mais on en parlera peut-être après dans les autres, et surtout dans le deuxième, qui suivent beaucoup la même logique, justement. Qui suivent la même logique, c'est que là il y a quand même un sacré décalage, ne serait-ce que entre nous, ce qu'on voit des personnages qu'on suit, et ce qu'on peut avoir comme jugement critique par rapport à eux, et surtout le film, ce qui nous amène à pas forcément prendre part de leur côté. Ça, je pensais que ça jouait même un peu dans l'utilisation du grand angle, qui est quasi systématique en fait dans tout le film, et qui sera pas plus du tout le cas après. Non, parce que la vie, effectivement, c'est plutôt c'est des focales relativement courte, en scope, une vision de la nuit qui est avec une photo qui est vraiment magnifique, qui fait penser parfois à du Robbie Muller, parfois à du Michael Mann, qui est comme une des grosses références de... Mais qui est assez fidèle à l'ambiance nocturne de Hong Kong, avec notamment des lumières, des lampadaires qui ont une lumière assez spécifique en fait, assez jaune comme ça, et une espèce de mélange de ton chaud et froid. En fait, c'est assez caractéristique de cette ville-là en fait, qu'il y ait du monde ou pas d'ailleurs. Et d'ailleurs, il y a aussi peu de monde comme ça, parce que moi j'avais vu qu'il est tourné soit le soir, soit le dimanche. Oui, en fait, parce qu'il tournait dans cette rue-là, justement, parce que c'était le seul soir de la semaine où il n'y avait personne dans la rue, parce que tous les magasins étaient fermés entre 23h et 5h du matin. Donc c'est pour ça qu'il tournait qu'une fois par semaine, ou quand il avait le temps. Et donc que le temps de tournage a été aussi long et aussi étendu. Ok, parce que ça me fait penser un peu comme ça, on en a déjà parlé, mais des fois des films police procéduraux, les polices procédurales qui sortaient, on regarde les flics, on va dire, mener une enquête pas à pas, et on en a des tonnes dans le cinéma américain. Et là, ce que je trouvais assez amusant, c'est que justement avec le grand angle, on voyait à la fois toutes les squads de flics qui étaient dans la rue, c'est-à-dire que leur enquête, ils l'amènent vraiment dans la rue en tabassant des indiques, parce que c'est un truc de Faulkner, mais en fait le seul bon flic, c'est celui qui a plein d'indiques. Et en même temps, tu les vois, en fait, c'est assez chorégraphique, on va pas se mentir, puisque c'est en scope, il y a cette composition très latérale à chaque fois des déplacements, qui fait un petit peu ce côté assez très procédurier en fait du film. Dans l'exercice de style aussi, de toute façon, quel film finalement, parce que vu que c'est narrativement pas faible, mais en tout cas ça tient sur un fil assez mince, donc il va juste déployer son talent de mise en scène pour faire passer justement toutes les relations complexes entre les personnages, sur la question de la loyauté par rapport à un corps, qu'on soit un truand ou bien qu'on soit un flic, et tous les rebondissements et les aternoiement en fait du perso de Lam Sued, donc qui joue un flic d'une autre frange de la police, qui est un mec un peu maladroit, un peu rondouillard, mais en même temps un peu sympathique, tout ça, et qui va se retrouver aussi dans les autres films de la saga. Docteur. Alors c'est vrai que Johnny To
Alors cette dimension un peu géométrique, ça c'est quelque chose qui est un peu une signature stylistique de Giannito, qu'on trouvait déjà dans The Mission et dans d'autres films, et qui là est particulièrement accentué, avec notamment une scène où il grimpe dans un immeuble, qui est une scène assez longue en fait, où effectivement il ne se passe rien, mais où justement tout joue en fait sur, c'est presque une espèce de théâtre d'ombre en fait, c'est-à-dire qu'on est, moi je trouve que justement dans cette dimension géométrique, on retrouve presque justement peut-être des traces, alors il faudrait vérifier ça, mais peut-être des vagues traces ou des vagues restes justement de l'opéra chinois et de la manière de représenter notamment les arts martiaux dans l'opéra chinois, qui sont toujours souvent des choses avec pas avec des marques au sol, mais en fait avec des mouvements en fait chorégraphiés qui sont extrêmement théâtraux et qui sont extrêmement précis en fait, où les personnages se placent en fait les uns par rapport aux autres. Et moi je trouve qu'on retrouve un petit peu ça. Et puis bon, il y a aussi, alors c'est moins apparent, c'est plus dans le scénario, mais il y a Giannito se fait quand même un peu plaisir, parce que cette histoire de policier qui perd son arme, c'est évidemment une espèce de faux remake de Chien enragé de Kurosawa, et quand on sait l'amour que on en parle justement entre chiens, où justement dans le cinéma d'arts martiaux japonais, il y a aussi cette histoire de placement, c'est-à-dire que contrairement au film de Hong Kong où c'est très virevoltant, dans le cinéma japonais il y a toujours cette idée presque d'échiquier en fait, c'est-à-dire où les personnages qui s'affrontent vont se repositionner à un moment pour pouvoir s'affronter à nouveau. C'est comme de toute façon tu vois bien les différences de chorégraphie entre le Shambara donc japonais et puis le Wuxia chinois, c'est que pas tout le temps, mais comme souvent dans le Shambara, les mouvements sont beaucoup plus secs, et après on reprend sa position. En fait, il y a ça dans les baby carts, tout mais ça. C'est sans doute ce qui fait la différence d'ailleurs entre le Japon et Hong Kong dans le traitement des scènes d'action, c'est que chez les Japonais, la mise en place de la scène d'action est longue, est lente, mais l'action en elle-même est courte, alors que généralement c'est l'inverse à Hong Kong. Alors il y a des exceptions, mais et Giannito reprend complètement ça. Ça pour moi c'est un film qui est assez hanté, sans doute un peu par l'opéra chinois, mais sans doute pas mal quand même par le Shambara et par cette idée de placement, de déplacement des personnages, qui se repositionnent en fait. Alors là c'est pas forcément dans des affrontements, mais qui se repositionnent. Et pour revenir d'ailleurs parce que pour être efficace, et puis ça montre leur professionnalisme. Voilà. Alors, ça c'est un petit côté melvillien aussi. On sait que c'est un gros fan de Melville. Le fait de montrer, parce que ce qu'il a beaucoup, c'est pour ça que les scènes d'ailleurs sont très étirées. D'ailleurs, c'est parce qu'il a à cœur de montrer en fait les techniques, non pas d'investigation policière, mais les techniques d'autoprotection en fait des policiers les uns par rapport aux autres, notamment les jeux avec les lampes torches notamment, et les gestes similaires en fait qui sont des gestes hyper codés qu'on sent qu'ils ont appris à l'école de police et qui sont le moyen pour eux de pas se faire avoir en fait, de pas qu'on leur tire pas dans le dos, etc. Alors que l'âme suède lui représente une espèce de personnage, d'ailleurs il est pas en uniforme, d'ailleurs il est une espèce de personnage un peu civil, marginal, plus débonnaire, et de l'OCTB, et du coup plus faillible, et donc il y a aussi cette opposition en fait entre les différents corps de police, entre effectivement l'OCTB qui avait déjà été montré par Kirkong comme assez partant pour les exactions, pour les tabassages, les interrogatoires musclés, et puis les gars en uniforme qui eux ont un côté plus militaire, on va dire, dans la manière de et avec un rapport aux ordres aussi qui est pas tout à fait le même, et un rapport justement à la hiérarchie qui est pas tout à fait le même. Thibaut. Oui, pour illustrer ce que disait le doc, c'est en fait la mise en place de la scène finale du gunfight final. Oui, parce que on va pas gâcher le c'est pas film. vraiment un film d'action, il y a juste une grosse fusillade à la fin. Mais c'est exactement ce que tu dis, Doc, où en fait la situation des personnages est ultra étirée pour que le spectateur se rende bien compte de qui est avec qui va être contre qui. Et en fait, ils posent, limite les acteurs là sont limite comme des modèles. Et ils posent littéralement avant, bien entendu, le dénouement final qui va s'avérer un petit peu en plus d'une futilité postmoderne assez badante, on va le dire, mélancolique peut-être tragique sûrement, dans le sens où réjouissante. Moi j'aime beaucoup le showdown final. Moi, j'aime beaucoup. Mais à la fin tu dis putain, tout ça pour ça. Enfin, il y a un rapport au monde qui est quasi moi, quand je vois un film de Giannito de cette période-là, je pense à Michael Mann. Là, bien entendu, tu penses à Michael Mann parce qu'il y a beaucoup de néons, mais moi, j'ai Sam Peckinpah en tête, toujours sur ce rapport à une espèce de tristesse contemporaine. J'ai pas de Garrett et Billy the Kid. Voilà. Dans ma tête, j'ai le film de Peckinpah sur cette espèce de tristesse contemporaine, sur ce monde qui n'est plus, mais qui finalement est vivace, existe encore, avec des personnages qui ne savent plus trop comment s'articuler entre eux, et en fait tout ça on fait un film absolument magnifique. Mais
Ce qui est intéressant, c'est que ce film-là, alors il est de 2003, Exilé, il est de 2006, me semble-t-il. Ouais, c'est ça. Et il me semble qu'on prend les 2 élections, c'est à peu près la même Il y a époque Breaking News, aussi. il y a Breaking News entre les deux. Et il y a Breaking News entre les deux, parce que là, j'ai pas la filmo, les dates en tête. 2005, Breaking News, 2004 ou 2005. Parce que j'ai envie de rapprocher PTU de Exilé dans le sens où, comme tu l'as dit, la trame scénaristique est relativement maigre. Et dans le sens où on s'en fiche, parce que comme le dit Antonin dans votre excellente interview que vous avez fait chez Samir et Microciné, le cinéma, c'est pas des lignes de dialogue, c'est avant tout de la mise en scène. Et ici, il me semble que, pour paraphraser donc Antonin, mais il me semble que pour revenir à Exilé, c'est qu'en fait la trame scénaristique d'Exilé est elle-même plutôt simple, mais en fait Johnito va mettre de côté son scénario pour vraiment filmer le cœur des personnages. Et ici dans PTU, le cœur des personnages, voilà, c'est pas ça qui l'intéresse, c'est vraiment faire une abstraction de ce monde-là, de cette Hong Kong-ci. Et en fait PTU, il me semble, au-delà d'être un polar, c'est avant tout un film expérimental d'une beauté absolument saisissante et même quasi glaçante, parce que ce monde-là, noir, vide, quasi vide, alors que Hong Kong, quoi, quand même. Voilà, on est loin de la frénésie. Même dans les cafés, il n'y a personne là. On est loin d'une frénésie, d'une frénésie auquel les images d'Épinal peuvent nous habituer. Et il me semble que ce rapport à l'abstraction-là il me semble ici absolument éblouissant. C'est un petit côté After Hours en fait. De Scorsese, c'est-à-dire que tu retrouves cette espèce d'une ville qui est une ville réelle, mais tu as l'impression que en fait ça devient un décor de cinéma en fait. C'est-à-dire que pour moi c'est pas du tout un film qui a la prétention à aucune minute d'être réaliste, ou même d'ailleurs de dire quelque chose sur la société hongkongaise. Je pense que effectivement on est beaucoup plus dans l'exercice de style, qui est vraiment de prendre un espace et de voir comment est-ce qu'on peut faire évoluer une quinzaine de personnages traités de manière d'ailleurs à peu près égale, parce que les mafieux ont aussi droit à leur scène et tout ça, mais traités de manière à peu près égale, et de voir comment justement les forces en présence comment les forces vont créer des dynamiques qui sont destinées de toute façon à se rencontrer à la fin. Et dans Exilé, la fin d'Exilé, c'est ça aussi, d'ailleurs. On retourne au point de départ et tout le monde se retrouve ensemble pour une dernière réjouissance. Pour un chant du cygne, immortel, quoi. Non, pas mal de ces films. La fin de Expect the Unexpected, c'était pareil, c'est ça. Ouais. Où tous les mecs se rejoignent, puis tout d'un coup, peut-être tout le monde qui meurt. La fin de Triangle. La fin de Drug Wars aussi, en 2012. Mais c'est la fin. Voilà, c'est la fin c'est la fin. Quand c'est plus quoi faire, on fait tout péter, on tue tout le monde. Bah, c'est la fin de Hong Kong, c'est la fin d'un. C'est la fin d'un système. Il y a le personnage du gamin qui est hyper intéressant, parce qu'en fait, il y a un petit gamin qui se balade en vélo dans le film là en fait, et c'est hyper intéressant. Il est déjà pas dupe. Il est pas dupe de ce monde qu'il est en train de voir. C'est comme s'il voyait des fantômes en fait d'un monde qui n'existe plus. Et ça rajoute, il me semble, à la mélancolie, quoi. Qui voit ce gamin, il voit des figures du passé arriver, et en même temps, Johnito nous dit que le futur, ça va pas être terrible. Simon. Non, je pensais comme ça à un truc dont on n'a peut-être pas parlé un peu, peut-être parce que ça paraissait un peu évident aussi, mais par rapport aux autres Johnito qu'on a cités, il y a un jeu un peu plus sur l'humour dans celui-là. Donc c'est un humour noir, un peu glaçant. Il aime bien de toute façon mettre des petites touches d'humour souvent comme ça dans ce film. Parfois ça vient un peu trop d'ailleurs à la Gaudriole. Mais celui-ci, je trouve que ça a été un de ceux où c'est le plus constant, ce qui fait à la fin qu'on avait le côté un peu jeu absurde qui renforce un peu le côté. C'est la Suède beaucoup. La Suède, c'est vraiment le rôle comique chez Johnito. C'est souvent lui qui prend en charge en fait la dimension absurdo-comique. Mais faut pas oublier que Johnito a réalisé beaucoup de comédies aussi. Donc, mais là, il y a même le gag, pardon Thibaut, mais le gag du téléphone au tout début. Ouais, t'allais raconter peut-être. Oui, mais j'allais parler de celle-là, ouais. Si tu veux. Non, mais parce que t'as le gag du téléphone dans le resto. Ouais, c'est ça. Ou dans le resto, en fait, t'as un plan large dans le resto. T'as en amorce, t'as une personne qui est une espèce de sidekick qui sert en gros de blague entre le flic et le petit gang de quepons, de punk. Et en fait, t'es là, tu fais mais pourquoi Johnito le filme en amorce de ce plan-là, avec un gag du téléphone tout pourri. Tu sais pas trop si le mec il fait de la figuration, tu sais pas trop comment il se comporte. Et au final, on a une réponse. Hein. Et au final, schla. C'est ça, littéralement schla, quoi. Et tu fais putain. Oui, c'est ça, c'est un humour de partir sur une note d'humour, mais c'est aussi des trucs qui se retrouvent dans les suites qui donc sont pas réalisées par Johnito, mais qui sont produites par lui, qui sont des suites assez tardives parce qu'elles datent toutes de 2008 et puis 2009, qui sont tournées pour la télévision, sauf le 5 qui avait connu une sortie en salle, qui est là plus un film d'action qui se passe dans la forêt de Hong Kong sur les hauteurs, mais qui seront des suites à la hongkongaise, ou aussi parfois comme on en voit en Inde, qui plus que des suites narratives en fait sont des suites avec les mêmes personnages.
qui seront dans des positions différentes en termes de boulot, en termes de hiérarchie, mais on va suivre les mêmes 3 personnages principaux dans différentes aventures où pareil ça sera pas des films d'action, mais ça sera plus finalement des films de brigade où on va suivre les mecs dans différentes missions, dans leurs différents problèmes. Notamment il y en a un, c'est le 3e si je me souviens bien, où c'est l'âme suède qui a des grosses dettes de jeu et qui évidemment va encore se foutre dans la merde, et donc les mecs vont essayer de le rattraper, ou alors ça va être... C'est le quatrième. Ouais, c'est le 4e. Ou alors il y aura des brouilles entre différentes brigades de la PTU qui vont aussi se tirer dans les pattes et qui vont devoir bosser ensemble pour aller choper les mecs, tout ça. Donc c'est un peu quand même le même genre de suite thématique qui est logique en termes narratifs. C'est plus des variations autour d'un thème ça, en fait. Ouais. Il faut plus prendre les films comme une anthologie beaucoup plus que comme des suites à proprement parler, quoi. Oui, c'est pas 6 films qui vont raconter une seule histoire, c'est pas une saga, mais du coup ce qui se passe dans les suites aussi, même si en termes formels évidemment c'est quand même moins ouf que le film de Junji Ito, mais c'est que des réals de la Milky Way qui sont habitués à bosser avec Junji Ito, donc des films tournés quand même vite, parce qu'en 2008 il y en a 3, donc c'est quand même pas mal avec les mêmes mecs, et il y a quand même une efficacité de talent qui est quand même assez folle d'avoir réussi à industrialiser comme ça son entreprise. Alors qui est assez inégal quand même, hein, parce que d'ailleurs c'est assez étonnant de voir que le réalisateur du 2e c'est aussi le réalisateur du 5e, et en fait on sent que dans le 5e il est beaucoup plus à l'aise parce que probablement il a plus de budget, parce que probablement il a plus de temps, et du coup le scénario est plus intéressant aussi, parce que faut préciser un peu de quoi parlent les autres, quoi. C'est-à-dire que le 2e, The Code, ça se passe, en fait c'est un truc entre les policiers, en fait, avec un policier qui commence à péter les pieds en plein burn-out en fait, et qui devient dangereux parce que on sait pas trop ce qu'il va faire. Et c'est intéressant de voir comment justement d'un film à l'autre on change de genre aussi. C'est-à-dire que le premier c'est un film gangster, c'est un film cops versus robbers, assez classique, premier BTU. Le 2e c'est plutôt un drame psychologique. Le 3e c'est un mélodrame. Le 4e je m'en souviens un peu moins bien, mais il me semble qu'on retombe un peu sur le polar. Oui, le 5e c'est un film de guerre. Oui. C'est un film de soldats, voilà. Et puis ça fait des pipes dans les bois. Voilà. Et puis le 6e, je ne sais plus trop ce qui se passe dans le 6e. Moi, je les ai un peu tous vus à la suite. Oui, le 6e, c'est plutôt un récit d'initiation. C'est plutôt un récit d'initiation, en fait, le 6e. Donc, en fait, c'est intéressant de voir aussi ce qui, moi, je trouve est intéressant dans les suites, en fait, de PTU, c'est malgré leur qualité inégale, en fait, ce qui m'a moi surpris, c'est qu'en fait, il y a toujours quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire qu'il y a toujours des choses qui moi m'ont pas plus que ça. Je pense au 3e, notamment, où je trouve que l'aspect mélodramatique est quand même très poussé, avec un personnage de voyou un peu bêta, mais à qui il arrive les pires. Par contre, avec des scènes, alors justement, ça en rajoute des couches, mais par contre, il y a un côté trash, notamment des scènes de prostitution. Moi, j'ai trouvé hyper glauque, quoi. Enfin, pour un truc pour la télé, pour un produit de télé, moi, j'ai trouvé ça assez explicite, en fait. Quoi. J'étais assez surpris du côté explicite. Tout le rapport à la prostitution, au trafic de drogue, aux méthodes brutales de la police, ou des truands d'ailleurs. Il y a quand même des choses assez crues pour des trucs qui sont imprimés, des petites prods pour la télé, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça désigne toujours, ça dessine toujours des zones de gris, en fait. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est justement ce rapport à la loi, ce rapport à la hiérarchie, qui fait que justement, au bout d'un moment, en fait, le jugement moral, en fait, n'a pas vraiment en tout cas pour les suites, la question du jugement moral n'a pas vraiment d'intérêt à mon sens, puisque les personnages sont de toute façon pris dans une contradiction, Simon, qui est leur nature humaine versus la loi, en fait. Moi, là-dessus, j'ai un petit bémol, mais ça va vraiment être plutôt pour le 2e. En fait, je te suis sur le 3e et le 4e, où je serais d'accord avec toi, mais le 2e m'a semblé, par contre, vraiment prendre quasiment le même scénario que le premier, un petit peu, c'est-à-dire des flics qui se couvrent, enfin la même idée, c'est-à-dire des flics qui essaient de se couvrir les uns des autres et leurs rapports. Et justement, là où dans le premier, sans aller jusqu'à un côté critique, mais je dirais on montrait quand même le comportement assez dégueu des flics, et la fin, en leur donnant raison, mais par une pirouette, nous montrait bien le côté un peu dégueulasse dont on parlait tout à l'heure. Et du coup, c'est moralement, c'est assez cynique, mais je trouvais que ça passait assez bien. Là où dans le 2e, à l'inverse, c'est beaucoup plus cynique la fin du 2, justement. À la fin du 2, mais est-ce que c'est cynique ou ça devient vraiment juste pro-flic sur la fin du 2? C'est-à-dire que quand même, c'est des mecs qui dans la rue sont quand même très durs, et plus le récit va avancer, surtout la toute fin, va donner raison en fait au fait qu'ils soient assez durs.
sans le côté, on va dire, un peu mis à distance du premier. Sauf que le flic qui est en burn-out, il est pas en burn-out pour rien, il est pas en burn-out parce que c'est pas le flic américain qui devient violent parce qu'autour de lui la société est violente, tu vois, c'est pas les trucs à la Charles Bronson, tu vois, c'est pas ça du tout. Le personnage, et ça c'est un truc qui revient d'ailleurs dans plusieurs épisodes, hein, et qui à mon avis, qui est un des thèmes souterrains, moi je pense, de pas mal de films de Johnny To, qui est la question de la cupidité, et notamment le fait que les policiers n'échappent pas à la cupidité, notamment avec la question de l'endettement. Et si le personnage pète les plombs, en fait, c'est parce qu'en fait il est endetté, que parce qu'il est endetté, alors l'endettement est tellement un problème dans la police que quand on trouve un flic endetté, on le met de côté parce que ça fout la honte, quoi, je veux dire, dans le corps de police. Donc le mec est ostracisé, non pas pour des raisons de violence, justement. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est peut-être un peu maladroit, hein, dans le deuxième, hein, mais je trouve que moi je l'ai pas ressenti si pro-flic que ça, ce film-là, dans la mesure où justement la hiérarchie, ça montre aussi une hiérarchie policière qui fait croire à un esprit de corps et qui par contre dès que les gens ont des problèmes lâche les gens comme des pauvres merdes parce que pour leur image publique ça fait pas bien, quoi. Et ça rentre en écho avec toute l'histoire de la bavure, justement, de la bavure qui est filmée, voilà, et où en fait les flics se mettent à s'inquiéter de la violence policière qu'à partir du moment où ça risque de mettre en cause l'image de la corporation. Et ça c'est mais malheureusement, je pense qu'on pourrait appliquer à plein de systèmes, et à mon avis aussi en France, où on commence à réagir que quand il y a une femme qui se fait insulter après avoir déposé une plainte pour viol, c'est juste parce que l'appel est enregistré que tout d'un coup, voilà, on met ça sur la table et qu'on dit, bah, regardez comment il se comporte la police, quoi, et ça fout la merde. Mais sinon, il faut imaginer tous les centaines, les milliers de cas où ça n'a jamais été signalé. Donc je trouve qu'il est peut-être assez pro-flic, mais je trouve que par exemple c'est des propos qui seraient quasiment impossibles à tenir dans un truc, dans une fiction télévisée en France, à mon avis. Alors pour le récit là, je comprends, moi c'était plus sur la fin, et je me demandais s'ils avaient pas fait ça aussi pour des questions un peu de censure. C'est t'as justement cet écart entre la cupidité à l'intérieur de la police et le fait que la hiérarchie les soutienne pas forcément, etc. Mais à la fin t'as quand même le commandant de la police qui tire sur le suspect, en même temps ce policier qui était en burn-out, qui était aussi une sorte de chevalier blanc, qui était le seul à pas tabasser dans la rue, qui a un éclat de conscience et qui redevient lui-même, en fait. C'est ça. Mais au moment où les trois tuent le type, bah, finalement ils se remettent un peu d'accord et retrouvent un esprit de corps qui est quand même là vraiment entre humains. C'est-à-dire que là où l'esprit de corps retrouvait du 1, on comprenait qu'il était complètement artificiel. C'est juste parce que en gros chaque preuve était dissimulée parfaitement, et du coup ça posait plus de problème d'image publique, etc. Et ce qui va être un peu la suite dans les autres. Mais là c'était à la fin du 1, on voit même les chefs de la police dire on leur laisse une chance, comme si finalement ils faisaient cas. D'où effectivement la difficulté à interpréter cette fin, parce que est-ce qu'effectivement c'est une fin complaisante, ou est-ce qu'au contraire c'est une fin qui montre que justement cette hypocrisie du fait que la hiérarchie couvre la violence tant que la violence sert les intérêts, en fait, du corps de police. Voilà, est-ce que alors c'est difficile, hein, un peu j'avoue que moi j'ai du mal aussi à me positionner par rapport au deuxième, qui effectivement est pas clair sur la fin, voilà, qui est pas très clair sur la fin. Je l'ai pas ressenti moi comme genre comme je peux ressentir dans certains films le côté d'accord, ok, c'est bien facho quand même, quoi. Bah là j'ai un peu accentué volontairement le trait, parce que j'étais un peu aussi dans Otto, il y a toujours un rapport assez compliqué ou ambigu avec les forces de l'ordre ou la police dans quand même pas mal de ses films, hein. Mais comme beaucoup de films hongkongais, hein, où la question de la violence policière, même si elle est toujours traitée sous l'angle de divertissement, et je reviens sur OCTB de Kirkong ou Gunman, chez Kirkong, c'est un truc qui est assez présent quand même, hein, cette Alex Chun, par contre, tu vois, c'est quand même un rapport qui est beaucoup plus direct et beaucoup plus violent avec la police dans Cops and Robbers. Mais je pense que ça c'est lié à une expérience aussi qui est, je pense, l'expérience hongkongaise, et qui est d'une méfiance naturelle vis-à-vis des forces de police, parce que c'était des forces d'occupation entre guillemets, puisque c'était les forces britanniques, et que maintenant c'est les forces chinoises, mais que finalement la police hongkongaise n'est pas la police des Hongkongais, en fait. Et je pense c'est toujours la police d'un autre État. Voilà. En France, quelque part, on peut vivre dans l'illusion que la police est là pour défendre les citoyens, que protéger et servir. C'est une police républicaine, etc. Aux États-Unis, pareil, que protéger et servir. On peut vivre de cette illusion-là et travailler justement sur la différence entre cette illusion et le réel. Mais à Hong Kong, je pense que cette illusion-là, en fait, moi, en tout cas, de ce que je vois du cinéma de Hong Kong, pour moi, c'est une illusion qui n'a jamais existé. C'est-à-dire que la police est toujours conçue comme une force qui empêche. Voilà, qui juste une illusion, qui empêche les criminels, mais qui empêche
qui empêche les commerçants, qui empêche sachant que les criminels sont pas mieux non plus. Il n'y a pas de romantisation non plus des criminels, puisqu'on montre aussi comment les mecs ils possèdent des bars à putes, des machins, enfin voilà, et comment eux aussi finalement sont un corps en fait, une corporation qui est en miroir en fait. Un crime organisé. Voilà, un crime organisé. Breaking News, quand ils filment les policiers dans Breaking News, je fais un aparté de 2 minutes, il y a vraiment une manière de les filmer comme des personnages complètement extérieurs à la situation, qui est une masse qui régule les choses, et c'est assez curieux. Sauf que dans Breaking News, ils rajoutent encore un troisième corps qui sont les médias, et qui a des intérêts qui ne sont pas les intérêts justement de la police. Mais peut-être juste dire quand même que le cinquième vaut quand même le coup. Le cinquième est vraiment bien parce que justement il repose sur l'idée que les personnages qui s'entendent bien dans PTU en fait s'entendent plus dans le cinquième, et que sont en concurrence les uns avec les autres, et qu'il va falloir et qu'on change de décor en plus, parce que du coup on va dans les bois, on n'est plus dans un truc urbain. Ça rend le film, c'est probablement le deuxième meilleur après le. C'est pour ça que c'était peut-être le seul aussi qui avait connu une sortie au cinéma. Ça se comprend. Donc voilà, c'est le coffret PTU édité chez Spectrum Film. Très beau coffret que je vous recommande. C'est vraiment formidable. Il y a plein de bonus qui sont absolument mortels. Donc la saga initiée par Johnny To chez Spectrum Film. On va passer à toute autre chose. On va faire une petite pause musicale. On va chevaucher un missile. Vous êtes toujours En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était le groupe japonais Shonen Knife avec Riding on the Rocket. Car de Rocket, il va en être question avec les deux passions de Justine qui va nous parler dès à présent du film, donc le retour à la Terre et le porno. Donc c'est le nouveau film de Sean S. Baker, 4 ans après son The Florida Project, donc le cinéaste indé qui sent la Terre, et donc il raconte l'histoire d'un acteur de film de Huck qui revient dans sa mère patrie, dans son coin de bouseux. Il va un peu renouer avec ses parents, tout ça, et donc évidemment il va avoir quelques tensions, quelques ennuis, quelques problèmes. Justine, alors qu'est-ce que ça vaut ce film de Sean S. Baker ? Alors, avant d'aborder ça, oui, je vais resituer un petit peu l'intrigue, parce que c'est quand même le cœur du film. Tu veux dire que j'étais un peu trop synthétique ? T'as été un petit peu trop synthétique. Donc en fait, on suit Mikey Saber, qui est une ancienne star du porno et qui revient dans sa ville à Texas City, donc une banlieue de Houston, donc le sud du Texas, après avoir fait donc une carrière dans l'industrie porno à Los Angeles, et il décide de s'incruster chez son ex-compagne Lexi et chez son ex-belle-mère en fait, qui vivent ensemble. C'est une bonne idée. De là, donc évidemment, pour payer le loyer, il va décider de dealer un peu de Marie-Jeanne avec ses voisins. Il va faire quelques virées avec la voiture de ses voisins, parce qu'il est un peu, voilà, c'est quand même pas le plus grand, c'est pas le plus grand des gagnants. Donc lui, il se balade qu'à vélo, donc il va emprunter tout le long du film les voitures des uns des autres, voilà. Bon, la fin du film, je la dévoile pas parce qu'il y a aussi une voiture. Et du coup, sa vie va un peu basculer quand il rencontre dans un magasin de donuts une jeune fille de 17 ans dont il va tomber amoureux, enfin peut-être pas vraiment amoureux, je vais y revenir, mais qui s'appelle Strawberry. Et donc là, va naître une idylle assez passionnante. Donc il faut savoir que Mikey Saber, même s'il revient là dans son coin de bouseux, comme tu le dis, a toujours de grandes inspirations pour son futur et souhaite toujours faire une très belle carrière dans l'industrie. En tout cas, on comprend qu'il a d'attrait pour son propre corps, qui est encore beau et saillant, alors qu'il a 40 ans passés. Mais il n'arrive pas vraiment à décoller, quoi. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, on ne sait pas pourquoi il a quitté Los Angeles, mais en tout cas, voilà, il est de retour dans son Amérique profonde, comme dirait Sean Baker. C'est intéressant de remettre ce film-là dans la filmo de Sean Baker, parce qu'il s'est beaucoup intéressé, en tout cas avec Florida Project et le précédent encore Tangerine, à filmer un petit peu l'Amérique white trash. Donc c'était toujours quand même des personnages plutôt sympathiques, en tout cas avec qui on pouvait avoir beaucoup d'empathie. Et là, celui-là m'a beaucoup surprise, parce que le personnage donc Mikey, qui est incarné assez formidablement par Simon Rex, qui est un gars que j'ai pas vu beaucoup, mais je crois qu'il fait un peu les Scary Movie, voilà, ce genre de trucs. Je crois que je me demande, c'est pas un stand-upper, Simon Rex. Je me demande, c'est pas. C'est possible. Et je crois qu'il a fait aussi du porno, donc je pense qu'il a bien casté. Donc un garçon vraiment assez prolixe. Ouais. Mais là, dans le film, c'est vraiment. Je pense sur l'année, il va falloir faire un peu de comptage, mais je pense que c'est vraiment la plus grosse ordure qui va nous être donnée de voir au ciné, quoi. Donc le mec est vraiment absolument malveillant.
humiliant, il est d'une bassesse sans nom, il a ni règle ni morale évidemment, et donc en fait il va entraîner un peu dans sa chute tous les membres de sa famille, qui n'est même pas vraiment sa famille parce qu'il parle de ses parents mais il les voit jamais. Visiblement sa mère est dans une EHPAD, enfin voilà, il va pas rendre visite du tout. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de faire bronzer son corps en tondant la pelouse de la vieille bicoque dans laquelle il habite, parce que la maison tombe en ruine, mais lui il s'en fiche, il préfère tondre la pelouse pour prendre un peu le soleil et entretenir un peu son corps qui est son gagne-pain, et faire des virées en voiture, et bien sûr faire l'amour à cette jeune fille de 17 ans. Donc il y a quand même, dans un premier temps, il y a quand même un malaise qui s'instaure. Enfin en tout cas, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait ? On est en 2022, pourquoi on nous raconte l'histoire d'un type qui a 40 ans, qui sort avec une gonzesse qui en a 17 ? J'étais, oulala, c'est assez gênant. Je savais pas trop comment me positionner, puis après j'ai réussi à déplier un peu le film, et en fait je trouve que le film est assez fort parce que il joue sur une ambivalence très 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 bien amenée, c'est-à-dire que tout le quotidien de Simon Rex, enfin de Mikey dans le film est vraiment lugubre, morose. Voilà, on a toujours les vieilles usines du fond du Texas en arrière-plan, avec voilà, il est toujours à pied parce que c'est vraiment un loser. Il ne cesse de raconter son passif dans l'industrie porno, combien de awards du porno il a gagné. Enfin voilà, on voit qu'il se rattache vraiment de façon futile à des choses qui ont peu d'intérêt. En tout cas, c'est ce qui le fait vibrer. Et en plus de ça, c'est vraiment une énorme ordure. Et à côté de ça, dès qu'il rencontre cette jeune femme, le film quand même semble se colorer un peu. Ce qui est hyper intéressant, c'est de voir en fait à la fois le quotidien de cette jeune fille-là, donc qui travaille dans un magasin de donuts. Donc voilà, on est un peu dans un monde féerique, un peu le magicien d'Oz en fait. C'est Dorothy. Ouais, exactement. Où en fait, c'est Dorothy, et ça peut être Lolita aussi. Et du coup, elle est vraiment toute jeunette, assez sympa. Elle a quand même un peu de caractère, et puis elle virevolte, et puis elle est mignonne, et puis elle est toujours elle habite dans une maison rose bonbon avec plein de peluches, voilà. Et lui, on a ce grand gaillard-là de 40 ans, encore ultra beau gosse, mais qui... Le grand méchant loup, quoi. Exactement, c'est ça. Et qui va évidemment en fait se dire... La meilleure idée du siècle, c'est de se dire « Ok, j'ai envie de sortir avec cette nana-là. » Et en fait, je vais pas sortir parce que je suis vraiment amoureux d'elle. En fait, il s'en fiche un peu. Mais parce qu'il sent en elle, il distingue en elle un potentiel pour être une super actrice porno. Donc voilà, le film joue là-dessus. Mais là où je trouve le film très fort, c'est que du coup, malgré la gêne qu'on peut avoir à certains moments, les traits de mise en scène que Sean Baker applique, et ça il le faisait déjà dans Florida Project, cette espèce de je vous balance des élans de couleurs comme ça, des choses un peu et j'ai jamais de propos condescendants par rapport à ce que je filme, j'ai jamais de complaisance aussi à filmer voilà un peu les trashos américains, quoi, les vieux rednecks, surtout en plus avec une histoire d'un mec de 40 balais qui fait du porno, qui veut aller se taper une jeunette. C'est ça, parce que c'est toujours et puis voilà, mais lui justement prend le parti de montrer que bah voilà, cette pauvreté là ambiante en fait, elle amène quelque chose d'autre qui est en fait le cynisme. Et là où l'artifice est fort dans le monde de bisounours dans lequel Strawberry évolue et qui est un peu dévasté par Mikey, c'est justement parce que dans cet accrochage-là, tout ce qui fait ressortir, c'est vraiment un cynisme, mais ultra lourd. Et finalement, à la fin du film, malgré les blagues, malgré le côté plaisant, on est vraiment ok, en fait, cette Amérique-là profonde existe. Il nous l'a montré de cette façon, et cette façon-là est assez originale dans le paysage ciné en tout cas, et cinéma indé. Faut savoir que le film était à Cannes, par exemple, ça n'a rien d'un film de Cannes. C'est vraiment complètement barré, c'est complètement à la fois déconstruit, à la fois ça emmène un peu partout. Mais ce qui tient vraiment le film, c'est la force que Simon Rex a tout au long de garder son bagage absolument atroce et de se balader là dans des décors de Barbie finalement, parce que même quand il est dans la rue à certains moments, ou quand il quitte on va dire le quartier dans lequel il réside, on voit déjà beaucoup plus de couleurs. Il y a toujours un champ assez large aussi, où du coup on voit évidemment le joli soleil sur la plaine. Des fois lors de balades en voiture, on aperçoit un peu l'eau. Enfin voilà, il y a des choses assez belles, presque oniriques, mais finalement tout ça ne fait que nous rappeler que sa condition à lui est vraiment atroce, et que c'est vraiment la pire des merdes humaines qui existent, quoi, parce que le gars n'a aucune morale,
Et c'est là aussi où du coup je trouve que le cynisme qui sort de cette friction-là entre deux mondes est hyper intéressant. C'est parce que j'ai l'impression que Sean Baker n'impose pas de morale là-dessus. Ou en tout cas, on peut pas. J'ai lu des critiques qui le disaient, mais moi je suis pas d'accord. On peut pas dire que le film est complaisant et est à la gloire de cet homme-là, de cet homme raté qui n'a Dieu que pour son sexe en fait finalement. Et je trouve que non, parce que justement à chaque fois c'est déjoué évidemment par des procédés de mise en scène ou plastiquement ou dans les interactions qu'ils ont les uns avec les autres. C'est que finalement aussi le retour du bâton, et là je dévoilerai rien de la fin du film, mais est assez dur. Et pour autant, on n'a jamais d'empathie pour ce mec-là. Donc moi je pense que c'est vraiment une grosse force dans le cinéma indé en ce moment. Et que le film fait 2h20, quelque chose comme ça. On le voit pas passer parce que ça m'a fait un peu aussi l'effet du dernier Paul Thomas Anderson. Voilà, quelque chose où on suit ça un glisse. peu. Exactement, ça glisse, mais à la fois c'est assez déconstruit. Et c'est le pari de ces films-là aussi. Mais je trouve ça hyper intéressant, en tout cas le regard que lui porte sur ça, parce que pourtant il y aurait tellement de facilité. C'est-à-dire que son ex-compagne et son ex-belle-mère, voilà, on sent que c'est les petites blanches du fond du Texas qui habitent dans leur vieille baraque toute cramoisie et qui passent leur journée à regarder les BFM américains parce qu'en plus on est pendant l'élection de Trump. Ah oui. Et dès qu'il y en a un qui se fait choper, un gars du quartier qui se fait choper, elles sont là, oh, mais c'est incroyable, je vais pouvoir aller me montrer devant les caméras et tout. Mais en fait tout ça n'est jamais montré avec condescendance, parce que le personnage principal, le protagoniste, a une aura de merde beaucoup trop forte en fait. Ce qui rend vraiment le truc finalement assez jouissif et hyper plaisant à voir comment il arrive justement à déplier sur une base un peu malsaine quelque chose de complètement qui nous emmène vraiment ailleurs, quoi. Mais je trouve que mais vraiment dans un cynisme, je le redis, mais qui est hyper dur et hyper lourd, mais je le conseille vivement. D'accord, merci beaucoup Justine. Donc c'était Red Rocket de Sean S. Baker, actuellement dans les salles. On va passer au coup de cœur. C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de cette C'est vraiment la plus grande merde des merdes. Les coups de cœur, carrément Flores. Alors moi ça va être Touch of Sin de Jia Zhangke, on en avait parlé, vous en avez parlé ici, Spirale infernale sur l'état de la Chine contemporaine, gestion des décors hallucinante, excès de violence ultra graphique et dernier plan foudroyant. Merci, carrément Flores. Docteur. Alors moi, ce sera, pour raisonner un peu avec notre émission sur le film de Jean-Baptiste Torres, ce sera Voyage au bout de l'enfer, revu pour l'occasion, qui est toujours très bien, 3 heures, ça passe comme une fleur, et les scènes de roulette russe sont toujours aussi malaisantes et aussi crispantes, même quand on sait à quel moment ça va se passer. De toute façon, plus tu le revois, plus pire c'est encore plus dramatique. Simon. Ouais, c'est Expect the Unexpected dont tu as parlé tout à l'heure, de Patricio et Jonito, notamment pour toute cette partie finale. C'est formidable. Le pif-paf. Exactement. Justine. Alors on part un peu chanson, c'est la chanson Just Like Honey de Jesus and Mary Chain, sortie sur l'album Psycho Candy. Je remplis mon trou d'inculture puisque je connaissais très peu le groupe et c'est assez formidable. C'est pas mal, effectivement, merci. Alors moi, ce sera 3 choses, parce que pourquoi pas. Donc ça sera de revoir l'Impasse dimanche soir à l'Arvor. C'était d'ores et déjà une de mes meilleures séances de l'année. C'était un bonheur absolu. Plaisir partagé. Ouais. C'était très bien. Oui. Autre genre de bonheur, je me suis refait toute la semaine dernière toutes les films de la saga Jackass. Et voilà, et voilà, y compris tous les bonus, tout ça, c'était formidable. Johnny Knoxville et le Buster Keaton des temps modernes, quel héros, c'est absolument merveilleux. Thibaut, vous êtes d'accord? Le skateboard, la cascade. C'est super Jackass. Là, on attend que le 4e soit dispo en France, Jackass Forever, parce qu'ils ont repris, donc ça c'est formidable. Et pour finir, donc un livre qui vient de sortir qui s'appelle Mad Max Ultra-Violence dans le cinéma, partie 1, écrit par notre camarade et ami Melvin Z, donc après plus de 10 ans de travail sur la saga Mad Max. Donc là, c'est le tome 1 qui vient de sortir, donc consacré donc au premier film Mad Max. C'est la somme de 10 ans de travail, c'est absolument énorme et c'est passionnant pour avoir quand même relu le truc plusieurs fois au fur et à mesure des années. C'est absolument passionnant. Il sera en dédicace la semaine prochaine à Rennes à la librairie Le Fayère à 18h, pile poil pendant notre émission. Quel jour? Mardi.
Mardi prochain. Il fait sa pile pour qu'on n'aille pas le voir à Le Fayère. Donc ça sera mardi prochain. Donc voilà, il signera son livre. Après, il présentera Mad Max au cinéma Arvor. Mais donc le site aussi, je mettrai, est bien évidemment disponible sur le site de l'éditeur Rififi. Si vous le commandez directement chez son éditeur, il gagne plus d'argent. Donc allez-y, il le mérite. En tout cas, c'est une somme de travail absolument merveilleuse. Il y a des tonnes de photos d'archives absolument passionnantes et vous allez apprendre plein de choses si vous aimez les motos, les boulons et les gens qui se blessent durant les tournages. Donc voilà, on va s'arrêter là. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de plein de choses évidemment passionnantes et racontées par des gens évidemment passionnants. D'ici là, portez-vous bien. Merci Valentin à la technique. Merci messieurs, merci mademoiselle. Prochaine émission, prochaine édition. À ciao, bonsoir. Salut. Bonsoir. Bonsoir.